En titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 26 août, c'est le début du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. C'était hier, ça commençait par le bingo et ça se poursuit aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'activités tout au cours de la fin de semaine et j'étais avec Estelle Lemelin. Salut, José Soucy, en passant. Est-ce que je voulais faire une courte entrée, mais là, ça s'étire. Je faisais une entrevue avec Estelle Lemelin qui disait, José, qu'il y a du monde de partout, entre autres du Maine, parce que il y a encore beaucoup de bûcherons dans ce coin-là. Alors, il y a beaucoup des gens du Maine qui descendent à Saint-Pamphile, mais des gens de partout qui viennent Écoute, il y a 2 ans, en 2019, je suis allé à Saint-Pamphile pour la parade, comme je serai là d'ailleurs demain soir pour la parade, là. Et quand je suis descendu, quand je suis parti de Saint-Pamphile après la parade pour descendre vers Saint-Jean-Port-Joli, pour retourner chez moi, si tu avais vu la filée de voitures, je ne peux pas dire, c'était sur des kilomètres. C'était les Cowboys fringants qui étaient en spectacle. Et je descendais la route de 204, là, et les gens qui montaient pour aller au Festival de Saint-Pamphile, le Festival du Bûcheux, écoute, c'était sur des kilomètres là, que les gens attendaient. Fait que c'est une population de près de 3000 de population qui accueille pendant cette fin de semaine-là des dizaines de milliers de personnes. C'est assez spécial. José, c'était pas prévu dans les sujets, mais quand même, je tenais à saluer les gens de Saint-Pamphile parce qu'on est quand même très suivis dans cette région-là. Alors, bon matin, José. Bon matin, Michel. José, des rumeurs persistantes concernant le remplacement de Marie-Ève Proulx dans Côte-du-Sud. Écoute, 2 noms qui sont venus ce matin, mais ça semble se confirmer pour un du moins. Le premier nom que j'ai entendu, c'est Frédéric Jean, l'actuel maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui pourrait se présenter, mais finalement, ça semble ne pas être le cas parce que l'autre nom que j'ai entendu, et la source est quand même fiable, il n'y a aucune confirmation, je tiens à le souligner. Il s'agit de Mathieu Rivet. Qui est Mathieu Rivet? C'est le directeur du camp musical de Saint-Alexandre, qui est également, il faut le souligner parce que c'est important, le mari d'Annie Franqueur, qui est Annie Franqueur, la directrice de bureau de Bernard Généreux. Alors, écoute, c'est la machine à rumeurs, mais quand crois-tu qu'on va apprendre officiellement qui est ou qui sera le candidat ou la candidate dans Côte-du-Sud? Selon mes informations, mais bien entendu, il n'y a rien de confirmé, ce serait possiblement lundi et on annoncerait Mathieu Rivet. OK. Donc, mais Mathieu Rivet, là, je veux dire, c'est un gars qui est quand même connu dans l'Est du comté. Il est directeur du camp musical. En contrepartie, il n'a aucune expérience politique. À savoir maintenant, est-ce qu'il va bénéficier des conseils d'Annie Franqueur et de Bernard Généreux? Parce que c'est le mari Annie Franqueur. Et sincèrement, je ne pense pas que Bernard Généreux va voter contre le mari de sa principale collaboratrice depuis le début de sa carrière politique au fédéral. Écoute, connaissant Annie Franqueur, Annie, qui est, tu l'as dit, là, c'est la directrice générale de Bernard Généreux, du député fédéral. Ça fait plusieurs campagnes électorales qu'elle mène de front. Elle a l'expérience. Alors, Annie devient un atout important là, pour le possible, parce que c'est pas confirmé, là, le possible candidat Mathieu Rivet c'est pas conditionnel, c'est confirmé qui est le conjoint d'Annie Franqueur. Donc, écoute, ça va être intéressant à suivre, mais comme tu le mentionnes, et sans rien enlever à ces noms-là là, qui sont actuellement nommés, mais sans être confirmés, je me serais attendu un peu ce qu'on a vu
à Lévis avec Bernard Drainville ou encore dans Chute-la-Chaudière avec Martine Biron. J'aurais pensé que le premier ministre, avec tout ce qui s'est passé récemment dans le Côte-du-Sud, qui serait arrivé peut-être avec un nom connu, une personne connue parce qu'on sait que l'actuel candidat conservateur, là, M. Poulain, est sur le plancher des vaches depuis plusieurs semaines déjà. Il fait déjà campagne depuis plusieurs semaines. On voit des vidéos, on voit des communiqués de presse. Alors, j'aurais pensé qu'on aurait peut-être espéré mettre un candidat ou une candidate plus connu pour faire campagne contre les 4 candidats qui sont déjà nommés. Bien, Michel, c'est parce que lorsque tu es en région métropolitaine ou à Québec, Lévis, à la rigueur, même là, ça passe moins bien. Un parachuté de l'extérieur n'est pas bien vu. Je parle pour une région comme la nôtre. OK? Sauf que si on avait quelqu'un, là, comme exemple, je m'excuse, mais Bernard Généreux aurait été possiblement un candidat de choix, mais visiblement, c'est pas lui qui y va. Mais en même temps, si c'est Mathieu Rivet qui prend la place de Marie-Ève Proulx, ça va mettre un peu dans l'embarras Bernard Généreux. Pourquoi? Parce qu'on le sait, là, il ne votera sûrement pas contre le mari de sa principale collaboratrice, d'un. Et deux, il va se positionner d'une certaine façon, indirectement, qu'il ne veuille pas, contre les conservateurs au provincial, alors que lui, il fait partie de la machine conservatrice fédérale. Il y a des choses qui peuvent faire grincer des dents, puis... je dirais, choquer certaines personnes, si on veut. En contrepartie, je peux te confirmer que si c'est Mathieu Rivet qui y va, j'ai parlé avec certaines sources chez les conservateurs locaux ici, ça fait leur affaire parce que, je veux dire, c'est pas un adversaire qu'ils redoutent, en d'autres termes. Mais José, ça ajoute à l'intérêt qu'on aura pour cette campagne-là, parce que ça va faire une campagne très intéressante, peu importe le candidat ou la candidate, mais si c'est Mathieu Rivet, écoute, ou que ce soit Frédéric Jean, là, ça va faire une campagne très intéressante à suivre. Donc, il y a un débat là, en vue pour le 21 septembre. Ce n'est pas confirmé, mais ça pourrait être le 21 septembre. Et nous, on va lancer l'invitation à tous les candidats, comme on le fait à chaque année ou à chaque élection. On va inviter tous les candidats et candidates la semaine précédant les élections. Et Michel, juste une petite parenthèse. Oui. Mathieu Rivet aura à défendre le bilan de la CAQ des 4 dernières années. Ce qui comprend la gestion de la crise covidienne. Oui. C'est tout un défi, ça. Écoute, je recevais et c'était, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a confirmé que ce serait, ou c'était la seule entrevue qu'elle avait accordée suite à l'annonce de son départ. Marie-Ève Proulx persiste et signe concernant son départ. Écoute, Michel, je veux dire, on a vu les commentaires sur la page Facebook de CMA TV. Les gens, je veux dire, la critique dans le sens que de la manière que notre député sortante discute ou parle de la situation, c'est totalement une victime et ça passe plus ou moins au sein de la population. Mais l'autre aspect également, tu sais, c'est un détail, mais c'est important de le savoir. Selon sa version des faits et la version des faits du premier ministre Legault, selon ce qui a été rapporté dans le Journal de Québec notamment, Marie-Ève Proulx a rappelé vendredi dernier, pas aujourd'hui, vendredi dernier, le vendredi précédent, François Legault pour lui dire qu'elle ne se représenterait pas finalement. Pourtant, la fin de semaine suivante, elle a fait campagne. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Je veux dire, si tu t'avertis ton patron que tu ne rentres pas au travail, tu ne rentres pas au travail, ça ne donne strictement rien de faire campagne. Là, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est ça qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs observateurs politiques et certains citoyens là, avec qui j'ai jasé, là, qui se posent cette question-là. Pourquoi a-t-elle fait campagne tout le week-end suivant alors que le vendredi, elle aurait supposément pris contact avec François Legault pour lui annoncer qu'elle ne se représenterait pas? Moi, je lui ai posé la question, si tu as regardé l'entrevue. Absolument. Écoute, je lui ai posé la question, puis moi, je l'ai vu vendredi soir au tournoi de la Fondation Richelieu. Et comme elle était partenaire à ce tournoi-là, elle était là. C'est pas là. Je pense qu'elle a assisté à certains événements. Il ne faut pas oublier une chose, José. Elle est encore députée, et ça jusqu'au 3 octobre.
Donc, elle joue, et c'est ce qu'elle m'a répondu d'ailleurs, elle est en fonction jusqu'au 3 octobre et elle jouera son rôle. De là à dire qu'elle faisait campagne en fin de semaine, peut-être qu'il faut faire une distinction entre le fait que candidate qui se retire, d'ailleurs, elle ne voulait pas peut-être aussi vendre la mèche avant de pouvoir elle-même annoncer qu'elle quittait. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est encore députée. D'ailleurs, elle était présente mercredi, au lancement ou à la présentation du terrain du parc Jean Caron. J'ai vu sur la photo qu'elle était présente. Donc, on va la voir encore parce qu'elle est députée jusqu'au 3 octobre. Mais, un peu, le statut de députée, là, elle avait vraiment affaire à cet événement-là avec Maître Jean Caron. J'étais présent et c'était son rôle d'être présente sans l'ombre d'un doute. Et pour le reste, faire le tour de tous les festivals et compagnies et croiser les autres candidats alors que tu ne te représentes pas. Il y a des questions qui se posent, peut-être qu'elle a entièrement raison, sauf qu'il y a certaines interrogations qui chatouillent l'opinion publique. Québec solidaire qui largue un candidat en raison que ce dernier a critiqué le wokisme. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que le wokisme pour les gens qui nous regardent? C'est une nouvelle philosophie là, qui est très, très favorable au LBGT et qui veut un peu sortir la tradition de la société québécoise, c'est-à-dire que la famille nucléaire, c'est rendu qu'on peut plus dire un homme, une femme, il faut avoir des toilettes mixtes, tu comprends? C'est cette mouvance-là qui est, comment je te dirais ça? C'est difficile à exprimer, là, mais en même temps, là, c'est quelque chose qui va à l'encontre des traditions de la famille jusqu'à un certain point. On pense du côté du mouvement wokiste, on vit dans une société majoritairement dirigé par des hommes. Il faut avoir un équilibre. Il ne faut pas, par exemple, à la naissance, comme il ne faudrait pas appeler c'est un petit gars, c'est une petite fille, ça va être à cette personne-là ensuite de décider si elle est un petit gars ou une petite fille. Tu sais, c'est un peu cette nouvelle mouvance-là, comme un peu ce qu'on a vécu là, aux toilettes au cégep de l'Apocatière, là, où ce qu'on ne veut plus avoir de toilettes hommes-femmes, on va avoir des toilettes mixtes parce qu'il y a eu une personne qui faisait partie de cette communauté-là qui a fait une plainte, puis décidément, on a changé ou on va changer toutes les toilettes justement pour plaire à cette personne-là, alors que les autres ne se sont pas exprimés. Tu me suis un peu, là? Et là, ce que l'ex-candidat solidaire a fait, c'est tout simplement, c'est que je pense qu'il a commenté une parution de Richard Martineau. Et pour avoir commenté une parution de Richard Martineau qui critiquait le wokisme, il s'est fait sortir de Québec solidaire. Il ne pourra plus être candidat. Écoute, je voyais ce matin aussi Québec solidaire qui proposait là, dans son programme le désarmement des policiers, particulièrement à Montréal. Et je voyais ce matin qu'ils retirent, ça va rester quand même dans leur programme, mais pour l'instant, ils le mettent sur la glace. Là, et j'espère, avec tout ce qui se passe à Montréal actuellement, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de désarmer les policiers. Alors, on va faire des descentes avec quoi? Avec des sermons? Les policiers vont débarquer à quelque part, ils vont dire, là, vous allez arrêter de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Écoute, là, on parle avec des gens qui ont des armes. Tu sais que les armes illégales, le problème au Canada, c'est pas les armes légales, c'est des armes illégales. Et tu sais que du côté des Américains, là, c'est le pays le plus grand, le pays qui produit le plus d'armes au monde et que tu as un gros marché noir là-bas. Et le Canada, c'est la frontière la plus grande avec les Américains. Là, je veux dire, c'est dur à protéger. Donc, le problème, ce n'est pas les armes légales, mais bien les armes illégales. Ici, il faut qu'on fasse des descentes avec les violences qui sévissent actuellement à Montréal sans armes. Comment ça va virer? Pensez-vous que d'ici 5 ans, c'est encore les policiers et la société civile qui va diriger? Ça va être la rue qui va diriger le Québec. Et hier, on mentionnait justement que le recrutement des policiers à Montréal est très difficile, là, parce que c'est pas facile de vivre un policier. Et je rappellerai toujours que les policiers sont très importants dans notre société. Imaginons demain matin qu'il n'y a pas de policiers, qu'est-ce qu'on pourrait vivre? Donc, les policiers qui ont bien besoin de tous leurs éléments pour réussir. Absolument. Ils ont surtout besoin de l'appui du public et de l'appui du gouvernement. Oui. Ils n'ont pas un gouvernement, notamment le gouvernement municipal de la Ville de Montréal, qui pense peut-être enlever les armes à ses policiers. Là, ça n'a ni queue ni tête. José, merci beaucoup.